la phase qu'on vit, pour moi, c'est une phase exactement comme quand tu brûles une terre et que tu fais pousser une herbe qui va être beaucoup plus fertile. Et je pense tu acceptes qu'il y ait 1 ou 2 ans perdus, quelques mois, parce que derrière, ça va être mieux. Moi, je pense qu'on a besoin de passer par cette phase où on casse un peu l'ego aussi. L'ego des politiques, l'ego de l'Europe, etc., pour reconstruire sur un plan vierge où on voit où ont été nos faiblesses. Et qui peut nous inspirer alors ? Ça va être forcément les politiques qui tiennent le volant ? Non, maintenant pour toi, c'est les patrons, c'est les entrepreneurs. Oui, bien sûr. C'est un philosophe, c'est qui ? C'est toutes ces personnes-là qui ont comme objectif que l'Europe renaisse de ses cendres et avec une vision commune, forte, martelée, de redonner aux gens de l'optimisme, mais que ce soit un message pas factice, un message incarné qui vienne du cœur, des entrailles. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. Je suis ravie d'accueillir à nouveau Sébastien Coinon pour un épisode un petit peu différent de celui que nous avions fait la dernière fois et la fois d'avant. C'est la 3e fois que tu viens me voir, Seb. J'ai de la chance. T'imagines ? Je ne sais pas si il y aura une 4e, mais 3. T'es venu pour le 50e. Ouais. T'es revenu pour So We Fund avec Benjamin Watine. Tout à fait, ouais. Et donc, on fait un 3e épisode. Généralement, je viens accompagné, là, je suis venu seul. Mais ouais, donc, j'espère que j'ai des trucs pertinents à te dire. La première fois, c'était avec Mathieu Stéphanie. On avait fait un épisode très chouette. Merci d'ailleurs d'avoir accepté à ce moment-là de m'avoir rejoint. Alors, merci d'être venu, merci d'avoir accepté qu'on se voit pour cet échange qui va être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, c'est un truc à 2, mais on ne sait pas qui interviewe qui. Moi, j'avoue que je préfère poser des questions et rester avec ma casquette, mais je vais quand même évidemment jouer le jeu et te donner l'appareil. Ouais. Mais voilà, en fait, tu es dans tes 45 et je suis dans FinScale. C'est ça le truc. Et on diffuse en même temps. J'adore. Voilà. Non, écoute, moi je trouve intéressant. Tu as un regard, et moi j'ai un regard un peu différent bien sûr sur la tech, parce on passe notre temps à discuter avec des entrepreneurs, toi au travers du podcast, au travers de So We Fund. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de fébrilité. Enfin, tu sens que le marché est quand même assez fébrile. Il y a un petit peu de la crainte de la part des gérants, la crainte de la part des entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, qui continuent à se passer malgré les levées qui sont plus compliquées. En France, mais pas que. Mais bien sûr, et en toi Europe. Et moi, ça tombe bien, toi, t'es quand même plus européenne que moi. Tes auditeurs savent que tu vis au Luxembourg, je pense. Ouais. Voilà. Alors moi, je vis en France depuis toujours, mais évidemment, je regarde quand même ce qui se passe au-delà de nos frontières, et d'abord en Europe, avant même les US, etc. Et c'est vrai qu'on a un moment charnière, on est grosso modo, je pense, de la même génération. Du coup, on vous laisse poser. Pourquoi tu es morte de rire ? Non, pas du tout. Tout à fait. On a le même âge. On a quelques semaines d'écart, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Donc, du coup, on a quand même 20-25 ans de recul sur tout ça. On n'est pas des bleus, pas non plus des boomers, pas encore. Donc, c'est vrai qu'on avait... Enfin, c'est toi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est toi qui as eu l'idée de faire cet épisode. Ouais, merci. On est à un moment charnière. On sent quand même la montée de la puissance. On la ressent encore plus fort des États-Unis, de la Chine. Et on a l'impression que l'Europe se réduit comme peau de chagrin. Enfin, c'est le sentiment, en tout cas, que moi j'ai, étant posté à un endroit un peu différent du tien, parce qu'au Luxembourg, on a quand même une vision beaucoup plus large de ce qui se passe en Europe. Et la question que je me pose, et la raison pour laquelle je t'avais proposé qu'on fasse cet enregistrement ensemble, c'est de vraiment brainstormer sur les conditions qui font que l'Europe puisse devenir, aller à un horizon 10 ans, une véritable puissance indépendante, souveraine, d'un point de vue technologique et aussi en matière de capitaux pour nourrir et financer cette technologie. Sachant qu'on a plein d'idées, bon, on va peut-être repartir du constat, mais toi et moi, on a ce point commun aussi d'être globalement optimiste. Alors toi, je pense un peu plus que moi, mais et alors que c'est vrai qu'on pourrait sur ce que tu vas évoquer, même ton chapeau là à l'instant, ton introduction, on pourrait citer plein de trucs où on va se déprimer si on se compare ou si on regarde ce qu'on n'a pas réussi, etc. Je sais pas, l'idée c'est pas de voir le verre à moitié plein, mais de se dire que bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail. Par quoi tu veux qu'on commence, notamment peut-être sur la culture. Tu connais bien une boîte qui s'appelle Revolut, on pourra en citer plein d'autres.
des boîtes technologiques européennes qui ont réussi, qu'elles soient allemandes, anglaises, françaises, que sais-je, à devenir des leaders régionales, voire globales. Comment on fait et pourquoi elles sont si peu nombreuses par rapport aux Asiates ou aux Américains? Alors moi, il y a un sujet que je trouve qui me fascine et que j'avais découvert en fait avec Jonathan Lefebvre. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un livre que j'avais lu à l'époque où Captain Train avait été cédé à Trainline. Et Jonathan, il décrivait dans un livre qui s'appelle L'obsession du service client comment Captain Train avait mis en place son service Customer Care. Et dans j'ai été frappée, d'ailleurs je l'ai acheté je pense en 10 exemplaires et quand j'aime bien des bouquins je les achète en grand nombre et je les distribue et je l'ai offert à des clients, à l'époque c'était vraiment même à des amis, etc. En fait, il y a quelque chose qui me marque, c'est que les boîtes qui fonctionnent, et tu citais Revolut, Memobank, Alan, etc., ces boîtes-là, elles ont une obsession du service client qui est, je trouve, poussée à l'extrême. Très juste. Et un des points que j'avais retenu et que je trouve exemplaire, c'est Jonathan décrivait dans ce bouquin la façon dont, à l'époque, donc Jean-Daniel Guyot se comportait avec des clients et il expliquait que... C'était son cofondateur ou lui, il était juste Non, à la tête il était en charge du Customer Care. Okay, parce que moi, je connais que Jean-Daniel comme toi, mais je ne savais pas que... Mais je t'invite à lire ce bouquin, c'est assez intéressant. Tu ne me l'as pas offert, j'attends. Pardon. Donc la 11e... je l'ai encore à la maison, je te le filerai. Avec plaisir. Mais donc de forcer, enfin t'es pas forcé, mais de faire que l'équipe dirigeante soit constamment en train de prendre le pouls des clients. Et donc s'asseye une fois par semaine au Customer Care pour aller prendre les plaintes des clients, savoir ce qui va pas, où ça bloque, avoir un accès au log, etc. Ça, c'était un des premiers points. Et je pense que cette obsession client, tu la ressens quand, par exemple, je trouve, tu vas aux États-Unis, je sais pas, tu vas au restaurant, tu es tout le temps, tu as quelqu'un qui te refile ton verre d'eau toutes les 5 minutes, parce que derrière, les gens savent qu'ils vont être payés avec un bon pourboire. Justement, ça biaise un peu le truc, ça. Le tips fait que on va plutôt avoir 20-25% de tips plus que moins. Donc, ça va un peu biaiser la relation. Ouais, mais... Où s'arrête, où commence, selon toi, la comparaison avec une entreprise qui va être obsédée par son service client, par faire remonter ça veut dire comment on peut améliorer le produit, etc. Oui, mais c'est-à-dire que pour moi, et ce qui va faire que la boîte va suffisamment coller aux besoins du client et véritablement répondre à un pain point, c'est d'être constamment en train d'évaluer sa capacité à répondre aux besoins du client. Okay. Donc ça, c'est en fait dans le mindset, un des points du mindset qui est essentiel. L'autre point, c'est, et ça je l'ai vécu que quand j'ai commencé à bosser en start-up, c'est cette culture du fail fast et tu vois, de mettre en place de shipper très régulièrement et de constamment réévaluer ce que tu... T'apprends, tu te plantes, t'arrêtes, tu recommences, voilà, ça avec marche, tu une culture de continues. l'échec Tac, ouais. qu'on a moins, je trouve, en Europe et qu'il faudrait encore plus mettre en avant. Et en fait, moi, j'ai toujours cette image de l'apprentissage de la marche qui fait que quand tu marches, tu tombes des milliers de fois et ce qui fait qu'un jour, tu sais vraiment marcher. Et ben, c'est exactement cet état d'esprit, je trouve, qui est extraordinaire dans beaucoup de scale-up qui marchent bien. Si tu regardes Revolut, j'avais fait un enregistrement avec le responsable de Revolut Business. Il te décrit exactement ça, avec une exigence opérationnelle qui est hallucinante. Donc, un niveau... Culture très forte en interne, hein, pour ouais. le meilleur et pour le pire, parce que parfois, elles sont décriées, mais si on tient pas, on reste pas longtemps, quoi. Oui, tout à fait. Si on n'adhère pas, je veux dire. Voilà, donc avec... et ça, si tu lis le livre de Jean-Charles Samuelian, Alan, ouais. qu'il avait sorti il y a 4 ans, pareil, je crois que je l'ai acheté en 5-6 exemplaires, je l'ai distribué à des clients. J'ai dit à des clients, lis ce bouquin, parce que pour moi, c'est la même culture que Netflix. C'est vraiment de constamment remonter le niveau, de remonter le niveau d'exigence semaine après semaine, mois après mois, et en recrutant des gens qui sont de plus en plus forts. Et c'est un petit peu rude. Une culture aussi très transparente. Allez écouter, c'est un des tout premiers épisodes de Tech 45 il y a plus de 4 ans maintenant. Mais c'était déjà très, très, très implémenté chez eux. Hyper intéressant. Mais à l'inverse, excuse-moi, donc du coup on avance. Les erreurs que tu vois chez nos scale-up
en France ou ailleurs, tu dirais que c'est quoi alors? Parce que c'est Alors, c'est l'idéal. il y a la prise de décision, je trouve, qui n'est pas suffisamment rapide. Ça peut aussi être lié à la façon dont ton board est composé. Si tu regardes la composition des boards, et c'est pour ça que j'y reviendrai peut-être, mais tu sais, j'ai créé avec Adrien Chaltiel et 3 autres fondateurs une association qui s'appelle Board Project pour justement essayer de plus développer la culture de la gouvernance, pas au sens heavy du terme, mais dans le sens où si tu mets en place une gouvernance pour ta boîte, c'est extrêmement sain parce que dans la prise de décision, tu vas être beaucoup plus efficace. Donc, ça tient aussi à la façon dont tu vas composer ton board. Donc, pas avec uniquement des investisseurs, pas forcément tout de suite un board, mais juste un advisory board. Donc, quelque chose d'assez léger, avec des reportings qui soient relativement légers, qui ne soient pas que obsédés par les chiffres. Les chiffres, c'est un des éléments, mais il y a aussi le produit, tu as les sales, etc. Donc, ça, c'est souvent ce qui pêche, je trouve. Et puis, voilà, quand je te parle de capacité à prendre vite des décisions, c'est aussi par rapport à un client, go, no go, et de ne pas espérer qu'un cycle de vente de 6 mois amène à la signature de quelque chose. C'est non, tu travailles avec des design partners dès le départ, tu shippes un produit, et puis ton cycle de vente doit être le plus court possible. Et si ça ne matche pas avec cette typologie de client, de retester avec une autre typologie de client et de ne pas constamment, tu vois, espérer que les choses changent, par exemple. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, mais pour moi, la capacité à prendre vite des décisions, c'est souvent un des éléments qui bloque. Donc, il faut qu'on s'améliore sur le produit, sur l'écoute du client, l'UX, on va dire, sur les RH, la façon dont on embarque tout le monde, sur peut-être aussi la direction, comment elle s'entoure, comment elle se fait accompagner, conseiller en interne, en externe, etc. Ok, mais du coup, tu sous-entends, pardon, j'avance là, et que ça veut dire qu'on n'a pas un problème de tech, que historiquement l'Europe s'est innové, que c'est nous qui avons fait, je sais pas, la voiture, peut-être l'avion, le cinéma, plein de choses. Donc, là-dessus, on n'a pas de problème. Sur la tech non plus, la tech au sens, pas que l'innovation, mais tu vois, la deep tech, elle est transformée. C'est pas un sujet. Après, si, il y a plein d'autres éléments qu'on peut citer, notamment dans le financement. L'argent, ok. Voilà. On n'a pas assez de gros fonds. Il n'y a pas de fonds late stage, il n'y a pas suffisamment de fonds late stage. Donc, il y a beaucoup de fonds qui sont développés sur l'amorçage. Si tu regardes un petit peu l'étendue des fonds, la proportion des fonds qui vont faire de l'amorçage versus ceux qui sont plus late stage growth, etc., il reste encore beaucoup de place pour cela. Et pour tout ce qui est aussi des fonds qui vont arriver pour des séries D, E, etc., ce sont souvent des fonds internationaux. Tu vois très peu de fonds français. Au niveau de la technologie, non, je pense qu'on n'a pas à rougir, on a des bons ingénieurs. Attends, parenthèse, on sait pourquoi en France, parce que il y a ce fameux système par répartition versus la capitalisation dont on a à peine le droit de prononcer le nom. Peut-être que ça changera, on espère, si on veut une retraite un jour. Mais il n'y a pas de fonds souverains en France. Il y a quand même BPI qui est dans beaucoup de fonds, et même parfois en direct dans des boîtes, et qui prêtent et qui subventionnent. Donc ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent public. Non, il y a de l'argent public. Non, mais pour le late stage, je t'entends, mais du coup, on pourrait dire que c'est un problème franco-français. Or, en Europe, on a un peu le même sujet. Mais non, alors il y a d'autres sujets. Tu as les sujets des talents. Les talents partent très facilement à l'international. Il n'y a pas, par exemple, de système européen de stock option. Donc c'est hyper compliqué si tu bosses en France. Tu vois, tu n'as pas un moyen... tu as un problème d'harmonisation en Europe. Si je mets de côté la partie pure fintech que je connais bien, indépendamment de ça, c'est hyper compliqué de créer une boîte qui soit tout de suite pensée comme une boîte européenne. Ce sont toujours des boîtes qui se développent sur un marché local. Elles y arrivent, mais ça leur prend des années. Tu as cité Alan, on pourrait citer Conto et d'autres. Effectivement, pour qu'elles soient dans 5, 6, 7 pays, ça va leur prendre 10 ans, quoi. Tu as le biais culturel, tu as la complexité pour aller recréer des structures ailleurs en Europe. Donc, il faut qu'on harmonise. Oui. Okay. Tu as une initiative EU Inc. Qui est en train d'être discutée à Bruxelles et qui, j'espère, va permettre d'harmoniser tout ça. Donc, il n'y a pas de système d'appel d'offres
européen. Tu as un système d'appel d'offres en France qui va décider de travailler qu'avec des boîtes qui ont plus de 10 ans d'existence. Déjà, rien que sur ça, tu peux travailler avec aucune start-up, aucune scale-up, parce qu'elles ont toutes moins de 10 ans d'existence. Donc, tu as plein de choses comme ça qui sont... Déverrouiller les marchés publics, les appels d'offres Exactement. publics notamment, pour que les États, les boîtes publiques, les entreprises publiques, parapubliques achètent aussi nos logiciels, nos solutions. Oui, tout à fait. Ok. Voilà, moi j'avais ça en tête. Et l'Europe, il y a l'Europe géographique. Est-ce que tu vas inclure le UK dedans, des très beaux pays qui sont riches, mais qui ne sont pas chez nous, genre la Suisse, j'en sais rien, la Norvège, enfin chez nous au sens, zone euro, Union européenne, ou même d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais tu parles de fonds souverains. Bon, moi j'estime que la BPI c'est un peu un fonds souverain, s'il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, en tout cas beaucoup moins qu'ailleurs, mais tu vois, s'il y avait un fonds européen, mais tu crois que les Allemands, et même pire, peut-être les Néerlandais que tu connais mieux que moi, ils vont vouloir partager avec, t'as quand même les Français qui sont cigales et pas du tout fourmis. Depuis 2-3 ans, tu connais ça mieux que moi, mais j'ai l'impression que le robinet est un peu fermé. Non, bien sûr. Pourquoi ? Il n'y a plus d'argent ? Parce qu'il y a un problème d'exit, je pense, sur pas mal de fonds. D'accord. Les fonds n'arrivent pas à sortir les boîtes des portefeuilles. Il y a un problème, en fait, on en parlait avant d'enregistrer, avec le secondaire en Europe, il n'y a pas d'IPO. Donc, en fait, les fonds sont bloqués avec des participations. Secondaire, donc c'est le rachat de parts existantes versus des actions primaires, donc des nouvelles actions qui sont émises quand il y a une augmentation de capital. Ouais, mais toi, tu connais tout ça par cœur, mais peut-être que sur Tech 45, on n'est pas que sur Fitscale. Parfois, il faut faire un petit peu de pédagogie. Vous ne me prenez pas les auditeurs de Tech 45 pour des buses, mais non, bien sûr. On ne peut pas tout connaître. Non, bien sûr. Ouais, voilà, moi j'ai ça en tête. Et puis aussi, tu as le développement. Il y a quand même des fondateurs qui sont extraordinaires, qui ont fait des exits et qui ont réinvesti leur cash en créant leur propre fonds. Mais c'est encore peu mature par rapport aux États-Unis. Alors que si tu regardes la proportion, les premiers fonds de VC qui se sont montés, on va dire, les 15 dernières années, c'était souvent des spin-offs c'était des financiers derrière. Okay, donc avec une posture de financier. Les fonds et dans les nouveaux fonds de VC qui se sont montés, je pense à Better Angle, à Singular, etc. C'est des fonds qui sont beaucoup plus founder-driven, tu vois, qui sont montés par plusieurs entrepreneurs ou en tout cas un écosystème d'entrepreneurs. Donc, qui va vraiment, je pense, encore davantage aider les boîtes à scaler à l'international. Et moi, allez les suivre, ces fonds. Ils se font alors, ça n'a rien à voir, c'est très différent. Il y a un tout petit, il y a un très gros. Ouais. Mais allez les suivre. Donc, Better Angle, Nicolas Douai et Baptiste Hamel. Et puis, Singular, c'est Rafi Camber et Jérémy Usan. Ouais. Allez les suivre si vous ne les connaissez pas. Ils font du très bon travail, effectivement. Oui, en effet. Ils n'ont pas du tout la même taille. Prêtez-leur un peu. Ils vous le rendront x2, x3, x5, x10 peut-être dans 5 ou 10 ans. Non, mais même OVNI, tu vois, OVNI Capital. Augustin Seyer. Voilà, exactement. Et Marie Houtier, qui a rejoint. Marie Houtier, Mathieu Stéphanie. Voilà, donc tous des entrepreneurs. On arrête le name dropping. Non, mais attends, ça c'est un vrai sujet. Donc tu as cité, il n'y en a pas beaucoup malheureusement en France, des repeat founders. Moi j'ai une passion pour ça. On ne doit pas être très nombreux en France. Et parce qu'eux-mêmes ne sont pas très nombreux. Donc ceux qui vont se relancer. C'est ça, je te dis. Ouais. Et avec du succès. Non, mais je sais que tu parles de ça. Ouais. Mais aux États-Unis, tu as plein d'exemples. En France. Parce qu'on parle aux États-Unis, c'est pas la bonne échelle, France, États-Unis, même l'Europe, on est très en retard vis-à-vis d'eux. Mais tu vois, donc Jean-Daniel Guyot qui avait fait Capitaine Train, il revend à Trainline et puis se relance dans un secteur qui n'a rien à voir, la banque avec Memo Bank, que tu as reçu, comme sur T45. Mais ils n'ont pas arrêté, mais Jean-Charles Samuelian et Charles, eux, ont fait Alan il y a moins de 10 ans et ont participé à la création, ont lancé en interne le projet Mistral. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, c'est la première décacorne depuis quelques jours, quelques semaines. C'est quand même pas mal. Ouais. Non, ça, il faut le saluer. Mais bien sûr. Mais l'écosystème n'est pas aussi mature qu'aux États-Unis. Et encore une fois, je trouve que l'esprit, tu vois, j'avais parlé de ça avec un des GP de New Fund sur un épisode où j'ai, je pense, quasiment parlé que de growth mindset. En Europe, tu sens moins ça. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu triste de voir des boîtes qui partent faire YC et qui restent aux États-Unis. Je pense à Lago, Formance, etc. C'est des super entrepreneurs. Mais c'est triste qu'il ait fallu
qu'elles aillent. Et d'ailleurs, elles sont quasiment toutes les deux à New York et à San Francisco. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse offrir... Je peux t'en donner, tu les connais comme moi, ça va être Naboo dans l'organisation des séminaires d'entreprise, qui est en forte croissance, et pas que grâce à la France, puisqu'ils ils ont déjà un pied en Europe, je pense notamment à l'Angleterre. Ça va être dans l'univers FinTech que tu as dû recevoir, Arthur, de Pennyline. Donc tu vois, c'est des boîtes quand même qui arrivent, qui ont cet état d'esprit que tu veux. Exactement, mais regarde d'où vient Arthur Waller. Tu vois, enfin, je veux dire, Bitfounder, voilà, il avait déjà fait il a bossé sur des boîtes qui étaient déjà pan-européennes, puisqu'il a vendu sa boîte à Booking de mémoire. Et j'avais fait un épisode aussi avec Arthur sur ça, juste focus sur 1, la culture, et 2, l'organisation tech qu'ils avaient mise en place, l'infra, parce que d'emblée, ils ont pensé européen. Et moi, j'ai des clients que j'avais reçus, que j'ai accompagnés vraiment, qui étaient très early stage, et je leur disais, mais en fait, même dans ta communication, la façon dont tu vas parler avec tes investisseurs, etc., mais projette-toi, mets-toi en tête et cette vision de « je suis un entrepreneur pan-européen ». Donc, tout se fait en fait en anglais. On oublie juste le marché français. Le marché français, c'est la première étape qu'on valide, mais tout de suite, on va aller... Donc, en fait, même la façon dont tu vas recruter, tu vas tout de suite te mettre dans une posture. Et ça me fait penser à un des points, je pense, qui est fondamental et qu'il faut qu'on remette en Europe, parce qu'on l'a eu. Je veux dire, on a eu des aventuriers, des explorateurs fabuleux en Europe. Ce qui nous manque en Europe, pour moi, c'est une vision, en fait, et d'avoir la certitude, et moi je l'ai, la certitude qu'on est capable de créer ces boîtes qui scalent à l'international. Mais ça change, depuis 10 ans ça change, quand tu vois qu'à la Station F tout se fait essentiellement en anglais, qu'il y a plein d'events aujourd'hui, même quand il y a encore 99% de gens francophones dans la salle, où la modération des tableaux, etc. se fait en anglais, c'est en train de changer. Et puis certains nous ont montré le film. Tu vois, on a cité quelques boîtes là, mais qui sont pan-européennes, ou parfois encore franco-françaises, mais on a eu des tentatives. Sorare, qui va pas très bien aujourd'hui, mais il y a eu des tentatives, tu vois, comme ça, tout de suite globales. Il y a eu, et puis il y a quand même les meilleurs de la classe, tu vois, les Spotify, on a cité Revolut, qu'on peut redonner, aide-moi, Adyen, évidemment. Donc tu vois, c'est des boîtes qui valent déjà des dizaines de milliards, voire plus de 100 milliards. Ça côté doit être aux un US standard. ou côté en, tu vois, c'est Amsterdam, je pense, Adyen. Klarna. Alors Klarna depuis peu, ça arrive aux US. Est-ce que la bourse, ça peut nous aider ? Parce que maintenant, on cherche l'argent. Tu dis, il n'y a pas assez de fonds late stage. D'où peut provenir de l'argent ? La bourse, pas sûr. Klarna, ok, bon, ça se passe bien sur la première journée de bourse. On n'a pas assez de recul. On enregistre un 11 septembre. Désolé. Figma, c'est pas européen, a priori. Non. C'est américain. Mais ils ont fait $50 le stock. Ils sont montés à 130, 140. Et ils sont redescendus à 50. Bon, ça, c'est la vie de la bourse, tu me diras. Mais au moins, ça ouvre des perspectives. En France, mais il y a eu pas 10 comment c'est. Si, il y en a eu quand même. 10 heures. Oui, 10 heures, tu sais combien ça vaut ? Non, je sais. 150 millions en bourse. Billy va faire un aller-retour de 2-3 ans. Ils étaient encore pseudo-licornes autour d'1 milliard à 1,5 milliard. Mais tu vois, ça donne pas envie. Mais non. Et on sait pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez tu lèves pas assez d'argent, tu n'es pas assez suivi, il n'y a pas assez d'analystes. Que la bourse est très, enfin c'est par quarter, donc est très exigeante. Elle va te demander de faire au moins aussi bien que tes anticipations, voire de les dépasser, de gagner évidemment de l'argent, d'être profitable. Enfin, c'est pas très, toi tout ça, ça sent pas la start-up quoi. Non, tout à fait. Mais quand je parlais de la vision, c'est parce que les startups, elles ont aussi besoin de se nourrir du tissu économique européen. Parler avec une corporate allemande, française et anglaise, c'est pas du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a aussi à gérer cette complexité. Et si tu as cette vision commune dans la tête, dans l'esprit c'est un peu idéaliste, mais tu peux l'avoir facilement aux États-Unis, tu l'as de manière beaucoup plus complexe en Europe, cette vision européenne. Et moi, je pense que ce qui fera que l'Europe s'en sortira, c'est d'avoir cette capacité d'avoir une vision commune. Ce que tu avais, alors j'en remonte des dizaines d'années en arrière, mais c'est ce que Schuman et les pères de l'Europe ont réussi à faire, qu'on n'a plus en ce moment. Et je pense que, c'est pas uniquement au niveau d'ailleurs des startups, des scale-up, mais c'est plus généralement, si on parle de souveraineté européenne, c'est de pouvoir être capable de raconter à nouveau des histoires, des belles histoires, en vue de, tu vois, un récit collectif, en vue d'avoir une vision ambitieuse. Je vois tes paroles, mais c'est pas très à la mode, c'est pas très tendance. La plupart des partis aux commandes ou qui aspirent à l'être, ils sont plutôt à taper sur l'Europe. Bien Donc, sûr. comment tu fais ?
toi, tu es encore plus européenne, je le disais en intro, que moi. Mais encore une fois, je suis très aligné. Mais quand tu es une boîte, ouais, tu vas accéder, tu vas tenter l'Italie, ou quand tu es plus gros, tu vas avoir la direction, enfin la région d'art, là, avec Autriche, etc. Mais je veux dire, c'est comme tu dis, c'est très différent. Toi, tu les connais. Oui. Tu les connais, etc. C'est très différent. Donc, il suffit pas de dire il y a la zone euro, il y a l'espace économique Non, bien européen, sûr. il y a le passeport européen. Si tu peux, j'en sais rien, travailler à Madrid, t'es Crowdcube, tu as la licence financement participatif, tu peux travailler partout après en Europe et arroser 15 ou 20 pays. C'est plus compliqué que ça. Je sais. Mais je Donc, pense, ouais. sans cette fondation-là, c'est compliqué. Sans la vision, tu sais, moi je parle toujours, je fais, tu sais, du trail, et je visualise constamment, quand je suis dans les murs à 35-40 km, mon arrivée, et je me vois arriver, etc. C'est ce qui fait que tu parviens à casser en fait ces murs les uns après les autres et arriver finisher sur tes courses. Et sans cette visualisation de là où tu veux aller, en fait, tu peux pas, tu fonctionnes pas. Bon, Donc, l'avantage, c'est qu'on a, on a quand même une sorte de bilan qu'on partage et sur lequel on est à peu près d'accord sur les erreurs qu'on a faites dans le passé. Mhm. Là, c'est même au-delà, tu vois, des startups, etc. On a été un marché beaucoup trop ouvert, on a été lent, on a été utopiste. Parce que, encore une fois, moi, je considère on est dans la meilleure zone du monde sur quasiment tous les plans. Mais bien sûr. Et donc, il n'est pas question ni de s'exporter, ni de revenir en arrière. Mais il y a eu quand même de grosses erreurs qui ont été faites depuis 20-30 ans. Donc, comment on ne les réplique pas et comment on peut picorer, faire du pick and choose et dire tiens, on s'inspire des US, même si on n'est pas américain et on ne le sera jamais, et j'ai envie de dire tant mieux. Comment on s'inspire peut-être de l'Asie sur tel ou tel truc, etc. quoi. Bah, c'est un plan, en fait, où tu dois actionner un petit peu de tous les côtés. Au niveau de la réglementation, de essayer dans la mesure du possible, et je reviens encore une fois pour la troisième fois sur ce EU Inc., mais c'est un des éléments, mais après, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. C'est-à-dire que si ça, c'est craqué, on pourra harmoniser peut-être plus de choses. Donc ça, c'est plus au niveau légal, réglementaire. Mettre en place un fonds late stage européen, voilà, comme l'initiative que le FEI a eu encore là, il y a 2 ans. Je ne sais plus comment ça s'appelait cette initiative. C'était Nicolas Perrard qui la portait. Mais tu ne me parles pas des family office, des super BA à la Niel ou à la Rodolphe Saadé, tu ne me parles pas d'initiatives comme ça peut pas venir, l'argent ne peut pas venir aussi. Mais l'argent vient déjà. Ouais. Bah, bien sûr. Okay. Tu as énormément de family office. Enfin, je veux dire, si tu regardes la proportion il y a 20 ans versus maintenant des family office, des business angels qui investissent dans l'économie réelle et investissent dans la tech, c'est beaucoup plus fort. Oui, pas que dans l'IMO, quoi. Pas que dans des trucs sur non, tout à fait. dette. Ouais. Mais c'est aussi, je pense que c'est... Pour moi, je le vois, ayant été pas mal d'années en banque privée, tu vois, quand j'ai commencé à gérer des portefeuilles, les alternatives assets, donc ce qui n'était pas listé, actions-obligations, ça représentait, et monétaire, c'était une part très très minoritaire des portefeuilles, et ça ne se faisait que au travers de fonds, donc des fonds de private equity où on mixait du private equity, du VC, de l'infra, enfin un petit peu tout ça. Et petit à petit, il y a eu, avec l'émergence et le développement de ces fonds-là en Europe, une meilleure culture en fait de ce tissu de financiers et d'accompagnants, family office, CGP, CIF, donc conseillers en investissement, conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, qui ont permis en fait d'acculturer le marché, de faire mieux connaître ces classes d'actifs-là. Mais il y a encore, tu serais étonné de discuter avec certains intermédiaires qui ne connaissent pas tant que ça, en fait. Donc, je pense que c'est un ongoing process. L'assurance vie, tu vois, si elle passait de n'importe quoi à 0,5 à 1 ou 2% en private equity, ça serait game changer. Et le risque serait pas du tout incroyable pour les porteurs d'assurance vie derrière. Tu vois, quand tu passes de 1 à 2 dans un fonds, un portefeuille, ça change pas grand-chose en fait, quoi. Non, tout à fait. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai parfois l'impression, parce que je suis dans la finance traditionnelle aussi, qu'il y a un petit peu deux mondes. Et c'est ce que Complètement, ouais. c'est ce que j'ai vécu quand j'ai quitté la finance traditionnelle pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis pris une énorme claque parce que j'étais dans un schéma de confort vraiment important financièrement. Et puis, j'étais challengée, bien sûr, parce que c'était quand même des jobs qui étaient challenging. Mais
quand je suis arrivée dans le milieu entrepreneurial et que j'ai découvert les business angels, les club deals, etc., je me suis pris une claque parce que c'est comme si ce monde-là n'existait pas, en fait. Alors, je te parle d'il y a 10 ans. Donc, heureusement, depuis, les personnes de mon espèce se sont formées et ont découvert les classes actifs. Mais je pense que c'est vraiment un phénomène qui va venir en s'amplifiant. Et bien sûr qu'il participe à mieux faire connaître tout ça. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que j'ai beaucoup parlé et j'aimerais avoir ton son de cloche. Bah justement, sur ce qu'on pourrait mettre en place, en plus de tout ce que j'ai partagé. Mais moi, je suis d'accord avec l'essentiel. Après, c'est vrai que sur le constat, ça peut faire froid dans le dos parce que on a des champions en devenir. On n'a pas encore, en tout cas sur le marché français, tu vois, tu en parlais de la bourse, tu vois, peut-être qu'un Content Square qui était là il n'y a pas longtemps, qui était sur Tech45, pardon, avec moi, mais peuvent prétendre ce côté déjà aux États-Unis parce qu'ils sont même pas présents en fait commercialement. Donc ça m'inquiète. Et encore une fois, ils vont pas aller sur Euronext Paris parce qu'aujourd'hui ça donne pas du tout envie. Même au-delà de la tech, tu vois, t'as un travail de délisting, je sais pas comment t'appelles ça, de boîtes qui se retirent de la cote par dizaines, et très souvent quelques années après elles sont sous leur call d'introduction, donc ça donne pas du tout envie. J'ai envie que ça soit pris ce relais par, comme tu le dis, pourquoi pas un méga fonds européen, par des fonds late stage, par voilà, un argent qui est là, mais qui demande quand même qu'à ruisseler et qui ruisselle pas encore, because pas assez d'exit, etc. Mais c'est vrai que la photo là, sur la dynamique, je te parle même pas de la France, mais sur la dynamique d'une Europe qui est un peu le lapin pris dans les phares face à une Amérique totalement débridée pour le meilleur et pour le pire, face à une Asie, enfin, c'est quand même des continents qui sont en mode war, quoi. Alors que nous, on regarde un petit peu, non pas les trains passés, mais c'est vrai qu'on tergiverse beaucoup, on est au continent de la réflexion, etc. Mais à date, on est, j'aime pas l'expression, mais une colonie. Tu vois, on utilise des Apple, des clouds, des serveurs américains. L'essentiel de ce qu'on consomme, de ce qu'on porte est made in Asia. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Or, il nous faut un job, quoi. Il faut qu'on garde un job. Il faut qu'on crée le job d'après. À l'heure, tu vois, des agents IA. Donc, pour nous, pour nos enfants. Donc, ça peut faire froid dans le dos. En même temps, on va pas se lamenter. Il faut avancer, quoi. Il faut être en mouvement. Donc, j'espère qu'on va dans la bonne direction. Je pense qu'il y a pas mal de bonne volonté. L'entrepreneuriat en 10 ans en Europe, mais surtout en France, là pour le coup, on a pris une forme de lead, et Mistral est une forme de caricature de ça. Il y a un leadership, mais on est à des années-lumière du peloton de tête, quoi. Oui, moi je pense que ça commence dans les jardins d'enfants, en fait. Et tu vois, moi j'ai vu la différence que j'accompagne des étudiants à HEC et j'hallucine, en fait, de leur mindset. J'en ai croisé et ils ont adoré. Ils adorent tes cours. Ah, c'est vrai? Ils ont un mindset génial, en fait. Et je trouve que ça me donne vachement d'espoir de me dire que tu peux avoir des entrepreneurs, mais moi j'en ai qui ont 22 ans, qui ont monté des trucs, mais ça me fait halluciner en si peu de temps. Je trouve ça génial. Donc ça, il n'y avait pas cette génération d'entrepreneurs. Le champ des possibles maintenant, et puis tout est en ligne, tout est gratuit. Voilà, quoi. Ça me donne plein d'espoir et je pense véritablement, je reviens à cette histoire de vision à long terme, je pense qu'il faut marteler les esprits et faire entrevoir aux gens un avenir qui peut être radieux, qui peut être chouette et qui nous appartient, nous, à l'Europe, et qu'on ne réplique pas des États-Unis. Et tu vois, un des points, je pense, où l'Europe a quelque chose à jouer, c'est que l'Europe, elle a une histoire qui est quand même, qu'il faut pas mettre sous le tapis, qui est belle. J'avais fait un post récemment sur Viollet-le-Duc. Je ne sais pas si tu connais Viollet-le-Duc. Donc, c'est un architecte, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui a vécu au 19e siècle et qui a refait en fait toutes les cathédrales, notamment Notre-Dame de Paris. Bien sûr. C'est des chantiers pharaoniques qui duraient 20-30 ans. Mais si tu veux, l'avant-après la cathédrale, tu es sur complètement autre chose. Et grâce à ce qui a fait que Viollet-le-Duc ait complètement pu faire ça, bien sûr, il avait des fonds et les moyens de le faire, mais ce type avait une vision. Il ne faut pas forcément que tout le monde change d'état d'esprit, mais il faut que des personnes qui vraiment incarnent quelque chose avec vraiment alignement, profondeur, clarté, donnent ce message et fassent rêver les gens, en fait. Mais c'est une phase, tu le vois bien.
C'est une phase. Regarde, dans la culture, dans la politique et tout, on bégaye. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui marche, c'est des retours, enfin, tu vois, c'est des reprises, des remakes, c'est incroyable. On est dans une phase, il y a un creux. Bon, on va toucher le fond de la piscine à un moment donné ou à un autre, et ça va repartir. Il y aura un nouveau cycle. J'en parlais avec Rachel Delacour il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'est ça. Magnifique boîte. Moi, je lui disais... On va fusionner FinScale et T45, on a les mêmes invités, on est d'accord sur tout. J'espère que c'est pas trop chiant à écouter. Ce que je disais, c'est pas les grandes gueules. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la phase qu'on vit, pour moi, c'est une phase exactement comme quand tu brûles une terre et que tu fais pousser une herbe qui va être beaucoup plus fertile. Et je pense tu acceptes qu'il y ait 1 ou 2 ans perdus, quelques mois, parce que derrière, ça va être mieux. Moi, je pense qu'on a besoin de passer par cette phase où on casse un peu l'ego aussi. L'ego des politiques, l'ego de l'Europe, etc., pour reconstruire sur un plan vierge où on voit où ont été nos faiblesses. Et qui peut nous inspirer alors? Ça va être forcément les politiques qui tiennent le volant? Non, pour toi, c'est les patrons, c'est les entrepreneurs? Oui, bien sûr. C'est un philosophe, c'est qui? C'est toutes ces personnes-là qui ont comme objectif que l'Europe renaisse de ses cendres et avec une vision commune, forte, martelée, de redonner aux gens de l'optimisme, mais que ce soit un message pas factice, un message incarné qui vienne du cœur, des entrailles. Je sais pas ce que... J'ai le droit de poser la dernière question là sur FinScale. Vas-y. C'est hashtag 45. 2035, on est où? Dans 10 ans, là, on est, à quoi ressemble l'Europe, Solène? Eh bien, moi, je suis, tu sais, toujours hyper optimiste. Donc, l'Europe a su lever des fonds et lever des fonds late stage pour accompagner des boîtes et les faire scaler à l'international. L'Europe a réussi avec le travail, l'acharnement d'entrepreneurs, de dirigeantes, de dirigeants européens à nous donner une vision qui soit vraiment, je dirais, optimiste, volontaire, courageuse et a réussi à réformer, ça c'est le plus dur, je pense, son droit et sa réglementation pour alléger. Mais le rapport Draghi, c'était une des étapes minuscules, mais qui a quand même, été un des pavés dans la mare. Ça a fait du bruit, on ne l'a pas appliqué, mais ça fait du bruit. Non, mais pour en discuter, moi j'ai beaucoup de contacts, tu penses bien, là où je suis, avec des personnes qui siègent au Parlement, qui siègent à la Commission, et c'est pas tous des bureaucrates, il y a aussi beaucoup de personnes qui œuvrent dans les coulisses pour que les choses avancent. Et je suis vraiment, mais intimement convaincue qu'elles aussi, ces personnes-là, peuvent nous amener à réformer cette Europe qui est un peu malade. Mais voilà, moi, je suis pleine d'optimisme. Et toi, alors? Écoute, moi, ça me va très bien. Haut les cœurs, j'achète ta vision 2035. On ressort ça dans 10 ans. On va faire 2-3 épisodes en attendant. Mais donc, moi, je salue tous les auditeurs de FinScale. Je les invite à écouter Tech45. S'abonner à T45. Mais bien sûr. Et donc, je te rends l'appareil. Mais moi, je suis ravie de pouvoir parler à tes auditeurs. Et bravo pour le travail que tu fais. J'avais déjà énormément de plaisir à te regarder sur Tech & Co quand tu étais sur BFM. Et c'est toujours un plaisir de t'écouter maintenant sur Tech45. Allez, à très bientôt, Solène. Merci 1000 fois. Salut, Seb. Ciao. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.